Bonjour les amis, et plumophile bien entendu, donc plumophile, la plume du temps derrière, enfin voilà, une petite contraction. Bienvenue, bien sûr. Alors, qu'allons-nous voir dans cette étude numéro 2? Eh bien, c'est tout simplement la suite, évidemment, de la numéro 1, du climat du 8e siècle jusqu'à nos jours. Donc, vous pourrez acquérir gracieusement sur le site internet qui est derrière moi, www, la plume du temps. Et sous réserve, bien sûr, d'avoir validé les conditions générales. Ça paraît quand même logique. Donc cette étude, la voici. Donc le climat du 8e siècle à nos jours. Juste un aperçu, je précise. Alors si je vous avais visionné également l'analyse, ça aurait été beaucoup trop long. On y aurait passé 1 heure, ce qui n'est pas très raisonnable. J'ai jugé utile de faire une autre vidéo que j'ai appelée étude numéro 2, uniquement sur cette analyse. Par conséquent, qu'allons-nous voir dans celle-ci? Eh bien, 2 périodes. La période avant l'invention de l'échelle du thermomètre par René-Antoine Ferchaud-Réaumur en 1731, où nous avons des analyses, enfin des éléments qui nous arrivent de ces temps passés, qui sont suggestifs ou par rapport à d'autres événements, etc. Et puis ensuite, quelque chose de beaucoup plus, après 1731, quelque chose de beaucoup plus, j'allais dire, rigoureux, puisque nous avons une véritable échelle, c'est-à-dire depuis la congélation de l'eau jusqu'à 80 degrés, comme je vous l'avais expliqué, qu'on a étendu depuis à 100 degrés, c'est-à-dire l'ébullition. Donc, premièrement, la vie humaine. Parce que tout ça, il faut relativiser les choses par rapport à nous, par rapport à notre vie, à notre échelle de temps. La vie moyenne en Europe, en France, on va l'arrondir à 80 années, c'est à peu près ça, 82 ans, 80 années, ce qui représente 29 200 journées à passer sur Terre. Ben oui, je suis désolé, le calcul est vite fait. 365 multiplié par 80 égale 29 200. Si vous voulez savoir ce qui vous reste, pour tout le monde, nous en sommes tous là, bien, vous multipliez 365 par votre âge, et puis voilà, et puis vous faites la déduction. Bon, il faut être plus optimiste, disons 90 ans en bonne santé, ce que je souhaite à tout le monde, c'est 33 000 journées. Ça va déjà un peu mieux, c'est-à-dire 0,9 siècle. Très bien. Par rapport au 8e siècle, puisque nous avons, dans notre étude numéro 1, nous sommes partis du 8e siècle, 1760 et quelques, par rapport à nous, évidemment, c'est déjà beaucoup plus important. Et là, ça relativise d'autant notre propre vie. Ce qui veut dire que la perception des événements que nous pouvons avoir eh bien, est différente. Et je reviens sur ce que je disais dans cette étude numéro 1. Il ne faut pas regarder les temps passés avec nos yeux d'aujourd'hui. Ça, c'est une erreur qu'on fait tous, quelque part, trop souvent. Il ne faut pas être trop prétentieux. Les gens vivaient différemment. Alors, on peut se dire plus ou moins bien, bon, peut-être, ok. Moins longtemps, ça paraît à peu près certain. Ça dépend des endroits, ça dépend des lieux sur Terre, ça dépend aussi des périodes. Mais globalement, il est certain que si on regarde dans le royaume de France, ce que l'on peut considérer comme le royaume à l'époque, parce que je vous rappelle aussi que la France en 1500 et quelques ou en 1700 et quelques n'était pas la France d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on avait encore des marquisats, des baronnies, etc., qui avaient fait ou qui n'avaient pas fait allégeance au roi de France. Rappelez-vous 1860, le plébiscite qui a rattaché la Savoie et la Bresse au royaume de France. Bon, c'est pas si vieux que ça, bien sûr. Donc nous avons une tranche d'âge limitée par rapport aux événements, ce qui nous entraîne à des appréciations en conséquence dont il faut tenir compte. L'environnement maintenant socio-écologique. Économique, pardon, pas écologique. Moins 20 degrés aujourd'hui n'ont évidemment pas les mêmes conséquences que moins 20 degrés il y a 300 ou il y a 500 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moins 20 degrés, il fait pas chaud, très bien, ça dure pas très longtemps. En général,
En France, c'est 8 jours au mieux, peut-être un petit coup de moins 25, moins 27 pendant quelques jours, mais c'est vrai qu'il y a quand même eu une évolution par rapport à ce qu'on a pu observer dans notre étude numéro 1. Ça, c'est quelque chose qui est quand même indéniable. Ce qui ne veut pas dire que ça va durer, ça c'est autre chose. Là, je ne m'aventurerai pas. Il y a d'ailleurs des échos assez dissonants là-dessus. Bien, donc l'être humain d'autrefois est plus près de la nature que nous le sommes aujourd'hui. Alors, petite digression qu'on entend régulièrement, enfin qui est peut-être un petit peu amusante si on peut dire, c'est que le fromage ne sort pas directement du pied des vaches, et puis que le poisson, c'est pas forcément sous forme de carré ou de parallélépipède rectangle au supermarché. Bon. Mais ça veut dire quelque chose, ça veut dire que nous nous sommes éloignés de la nature, même si pendant nos vacances, nous aimons bien revenir dans les vieilles pierres, dans le centre de la France, plus bas, en Espagne, en Italie, etc. Donc cet homme des temps passés était plus résistant que nous, mais oui, aux variations du climat, dans une certaine limite bien entendu. Il ne faut pas extrapoler, bien sûr. Aujourd'hui, s'il fait froid, que faisons-nous? Eh bien, nous tournons le bouton du radiateur un petit peu plus, voilà, et où la clim, on la pousse un petit peu, où elle va réagir toute seule, puisqu'on l'a programmée à théoriquement 19 degrés, et puis ça s'arrête là. Autrefois, les plus riches, alors que c'était dans les châteaux, les grosses demeures, eh bien, on mettait un quart de tronc d'arbre dans la cheminée, avec un ciel ouvert, bien sûr, donc ce qui veut dire un rendement de 5%, peut-être 10, et encore, je ne veux pas m'aventurer. Bon, et puis les moins riches avaient un poêle, ou bien le bétail était au rez-de-chaussée, et puis on habitait au-dessus, ce qui fait que la chaleur des animaux chauffait au-dessus. On avait aussi des poêles, ce qu'on pouvait appeler des poêles. Les poêles, c'est quand même assez ancien. Voilà. Lorsque l'encre gelait, lorsque le greffier voyait son encre qui gelait dans son cornet, dans son encrier, c'était pas forcément une catastrophe. On attendait que ça dégèle. On allait près de la cheminée. Enfin bon. Aujourd'hui, si l'encre de l'imprimante jet d'encre en particulier se met à geler, ça va avoir d'autres conséquences. Et ça à l'échelle de l'informatique aujourd'hui. Si, pareil, si l'ordinateur ne fonctionne plus, ou les relais parce qu'il fait trop froid, ou parce qu'il y a des grandes tempêtes, tout de suite ça prend des proportions beaucoup plus importantes. Ce qui veut dire que notre société est quelque part mieux organisée, peut-être mieux protégée, mais néanmoins fragile. On l'a vu d'ailleurs dans les temps pas si éloignés que ça, les grandes tempêtes de fin 99, les grandes chaleurs de 2003, etc., ça crée pas mal de problèmes. Imaginons que nous ayons 20 cm de neige entre Lyon et Marseille, ça prend tout de suite des proportions assez stupéfiantes. Hein. On va s'arrêter là. Voilà. Bon. Donc, on voit à travers ces petites images qu'il y a une adaptation des individus, de l'être humain, par rapport à ce qu'il vit, ça paraît naturel. Et nous, nous aussi, mais est-ce que c'est dans le bon sens ou dans le mauvais? Je ne vais pas m'aventurer. Petite histoire, il m'est arrivé, je crois que c'était en 1998, quelque chose comme ça, 99, de rencontrer une personne de l'Oural, donc une personne russe, à Bruxelles. C'était au mois de juillet, et il faisait pas chaud. Alors, les amis belges me pardonneront, mais oui, je suis désolé, mais à Bruxelles, au mois de juillet, il peut ne pas faire chaud du tout. Il doit y avoir 10 degrés, plus un bon vent du nord, et j'ai suffisamment habité dans le nord de la France et toute cette région que je connais très bien, et des fois il fait pas chaud, et même en plein été. Ça, c'est clair. Eh bien, cette personne était, comme moi, j'ose pas dire, en chemise, avec peut-être un petit chandail sur le dos, c'est tout. Et moi, je peux vous assurer que c'était pas le cas.
Donc, vous voyez l'adaptation des individus. Pareil en montagne. Les gens en montagne, dans les Alpes, dans les Pyrénées, ont une adaptation aux conditions de vie tout à fait différentes. Donc, ce qui veut dire que nous sommes bien quelque part, peut-être quand même un peu plus fragiles, et il faut l'admettre, c'est-à-dire moins souple, j'allais dire, dans les variations climatiques. Alors, la perception des événements. Avant le XVIIIe siècle, la perception des événements climatiques est souvent relatée à travers des constats. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc XVIIIe siècle, 1731, l'invention de l'échelle du thermomètre. Les arbres éclatent, le sol est gelé sur 60-90 cm de profondeur. Ça a évidemment des conséquences extrêmement importantes, puisque nous sommes dans une société, on peut dire jusqu'au XIXe siècle, jusqu'à 1800, fin 1800, une société essentiellement agricole. Et ça, on a vu les grandes famines, on a vu un certain nombre de choses, c'est-à-dire un affaiblissement des gens également, parce que pour des questions de nourriture. Les puits et les rivières sont à sec dans l'Est, où les raisins sont mûrs le 24 juillet, etc., comme on l'a vu dans l'étude numéro 1. Ça traduit bien aussi les choses, ça. Alors, ce qu'on peut dire également, c'est que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, à part des périodes, des événements peu extrêmes, mais globalement, on peut dire que le climat, sur cette période, sur une aussi longue période, du 8e siècle jusqu'à la fin du 18e, on retrouve en gros un peu les mêmes éléments. Des hivers assez longs, froids, et des étés chauds. Plus ou moins longs, période intermédiaire, c'est-à-dire le printemps et l'automne, qui sont effectivement des périodes de transition, avec souvent des événements parfois violents. Pourquoi ? Parce que le froid et le chaud, comme je vous l'avais expliqué, ne se mélangent pas, pas facilement en tout cas, on verra ça un petit peu plus tard. Alors, autrefois, l'homme est donc... L'homme, quand je dis l'homme, c'est en général, bien sûr, est beaucoup plus indépendant de son environnement qu'il ne l'est aujourd'hui. Encore que, tout se passe comme si de nos jours, nous avons tous un peu l'impression que ça y est, on a résolu nos problèmes alimentaires, entre autres, ce qui est quand même essentiel, de soins, et puis que pour finir, on a résolu, tout va bien et qu'il n'y a aucune raison pour que ça change. Là, je serais beaucoup plus prudent, puisque l'avenir, nous ne le connaissons pas. Or, le climat, dont va dépendre la météorologie locale, on peut en avoir une appréciation pour le futur, mais ce n'est pas une garantie non plus. Et ça nous conduit peut-être à vivre aussi, en pleine, en pleine illusion, parce que indépendamment des phénomènes climatiques qui nous intéressent aujourd'hui, il peut y avoir aussi des phénomènes, politiques, géostratégiques et autres. Bon, ça c'est un autre sujet, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Un petit arrêt encore sur image, un petit rappel, au début du XXe siècle, une ville comme Paris était autonome en point de vue alimentation à 95%. Pourquoi ? Parce que tout autour de Paris, il y avait des ceintures de maraîchage. Alors, je n'ai pas vécu à cette époque, merci beaucoup quand même, mais étant beaucoup plus jeune, j'ai encore connu au sud de Paris, lorsque mes parents m'ont emmené à Paris, encore ces champs de maraîchage. Et donc qui alimentaient Paris. C'était vrai aussi dans les autres grandes métropoles. Aujourd'hui, Paris, c'est une sécurité alimentaire de 5%. Ça veut dire que la capitale, comme beaucoup d'autres grandes villes en Europe, dépendent essentiellement du ravitaillement. Ravitaillement par le train, ravitaillement par la route. Or, en France, je ne vous apprendrai rien en vous disant que, en gros, en 2024, 89% des marchandises transitent par la route. Et ça, pour bloquer une route,
par des phénomènes météo, hein, c'est pas très compliqué. 20 cm ou 25 cm de neige ont des conséquences évidemment extrêmement fâcheuses. Peut-être un peu moins par le train, encore si les caténaires ne sont pas pleines de givre, mais on voit cette dépendance que l'on a aujourd'hui, donc une sécurité effectivement, mais qui est quelque part aussi une fausse sécurité. La durée des événements. La durée des événements, eh bien, bon, on ne va pas trop revenir là-dessus, mais on voit qu'autrefois, on n'était pas à l'échelle de la semaine, mais plutôt à l'échelle du mois, de périodes beaucoup plus longues de froid et de chaleur. Aujourd'hui, on a quelque part une espèce d'uniformisation, enfin une tendance à l'uniformisation, c'est-à-dire des étés qui, à mon avis, ont eu tendance quand même à raccourcir, ce qui ne veut pas dire des pointes de chaleur très élevées, ça c'est autre chose, je parle en moyenne. Et des hivers qui sont plus doux, plus pluvieux, et on le voit très bien à la végétation, mais on le voit aussi à la fonte des glaces, ou les épisodes neigeux en montagne, etc. Donc ça, ce sont des éléments, des points de repère qui ne trompent pas. Alors ensuite, eh bien, on l'a vu, l'échelle du thermomètre en 1731 par René-Antoine Ferchaudré-Aumur, donc pas l'invention du thermomètre, l'invention de l'échelle du thermomètre, ça c'est très important. Ce qui a constitué une révolution donc en matière météorologique. Il devient donc possible de quantifier, d'établir des cartographies, alors pas en pile en 1731 bien sûr, un peu après, le temps que ça se mette en route, d'obtenir des cartographies de la France par des informations qui transitent, et puis plus tard, eh bien, il y a eu le train qui a commencé à circuler en France, donc ça veut dire un moyen de locomotion plus facile. Et à partir du XVIIIe siècle, la possibilité donc de mieux structurer l'information en général, et donc d'en tirer des conclusions et éventuellement des projections, en particulier pour l'agriculture, etc., etc. Ce qui n'a fait que, évidemment, de s'améliorer et de progresser. Aujourd'hui, la connaissance de la météorologie, du climat, est quelque chose de fondamental, d'extrêmement important, ne serait-ce que pour l'agriculture. Le climat d'hier et d'aujourd'hui, l'observation montre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que jusqu'à la fin du XIXe siècle, il existe de grands écarts de température qui ont tendance aujourd'hui à s'aplanir un peu. Et attention, là, quand je dis tendance à s'aplanir, ça veut dire sur des moyennes. C'est-à-dire un instant, sur une semaine, on peut avoir des pointes extrêmement importantes. Imaginons également autrefois que lorsque les canaux, par exemple, étaient gelés, eh bien, ça veut dire que les moulins ne tournaient plus. Et à ce propos, vous savez sans doute que les meuniers, les grands meuniers, avaient deux sortes de moulins, moulin à vent, moulin à eau. Donc on peut espérer toujours un sur les deux qui fonctionnait. Sauf que l'hiver, il y a des grandes périodes de vent, mais il y a aussi des périodes qu'on appelle des marées barométriques et où il n'y a pas grand-chose qui bouge. Ça veut dire que si c'est gelé d'un côté et que de l'autre côté il n'y a pas de vent, voilà, on est tributaire effectivement de la nature. Aujourd'hui, on a l'électricité, entre deux, il y a eu l'invention de la machine à vapeur, etc. Donc ça a changé beaucoup de choses. Voilà, alors ces explications nous amènent donc à une conclusion, c'est que si effectivement aujourd'hui on se sent quand même plus à l'aise, il suffit d'aller au supermarché, etc., ou chez le commerçant du coin, c'est très bien aussi. Chercher de la nourriture, c'était pas forcément la même chose il y a 200 ans, 300 ans. Et je me souviens d'ailleurs, mes grands-parents me disaient que, mais autrefois, il faisait bien plus froid l'hiver, bien plus chaud l'été, etc., etc. Donc il faut relativiser tout ça. Et puis ne pas trop se laisser enthousiasmer. Quand je dis enthousiasmer, c'est peut-être un grand mot. Par ces grands médias qui ont un peu tendance à en rajouter. Faut quand même rester,   , 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 〜
Avant de terminer, je voulais vous parler de quelque chose qui est très intéressant, enfin pour les passionnés ou pour ceux qui s'intéressent au climat, à la météorologie, c'est la construction personnelle d'une petite station de météo. Pourquoi? Ben, il existe aujourd'hui enfin beaucoup, on trouve très facilement sur Internet des hygromètres, des thermomètres, des appareils de mesure de pression atmosphérique, des pluviomètres, voire éventuellement pour des mesures de poussière dans l'atmosphère. Bon, ça c'est peut-être autre chose, mais c'est pas inintéressant dans les grandes villes, hein, parce que la poussière a quand même un rôle très important sur le climat, faut pas négliger ça. Mais bon, on va le mettre un peu à côté. Alors, le relevé des températures et de tous ces paramètres, température, vitesse du vent, hygrométrie, pression atmosphérique, ça ne se fait pas n'importe quoi, ni n'importe comment, ni n'importe où. Sinon, c'est entaché d'erreurs. Ensuite, lorsqu'on a défini un endroit, il ne s'agit pas d'aller le déplacer régulièrement, parce que sinon on fausse tout. Et là, à ce propos, il y a des choses assez étonnantes, enfin étonnantes oui et non. Autour de vous, autour de moi, on entend fréquemment des gens qui me disent « Oh là là là, cet été, j'ai eu 48 degrés. » Non, non, il n'y avait pas 35, il y avait 48 degrés chez moi. Bon, j'oublie simplement de vous dire que c'était sur la terrasse en plein soleil et devant le crépi qui était de couleur claire. Bon, évidemment, c'est sûr qu'on ne va pas y rester longtemps. J'ai même entendu du plus de 50. Curieusement, les plantes qui étaient dans les pots de fleurs tenaient toujours. Bon, ça c'est autre chose. L'hiver, c'est pareil. Si vous êtes, je pense à la vallée du Rhône, en plein Mistral, et il y a seulement 0 degré, je peux vous assurer que vous n'allez pas y rester très longtemps. Par y être habitué et puis bien couvert. Mais bon, donc ça montre que une petite station météo, c'est pas n'importe où, n'importe comment, sinon ça ne veut pas dire grand-chose. Alors comment l'installer? Eh bien, il faut simplement faire une petite boîte. On trouve d'ailleurs des schémas sur Internet, et des trucs intéressants là-dessus. Une petite boîte 50-50 montée à 1 mètre du sol, 1 mètre 50, avec des ventelles pour éviter, alors en bois bien sûr, pas en métal, pour éviter justement que le soleil aille taper sur ce caisson. On préférera plutôt le mettre à l'ombre, puisqu'en fait ce qui nous intéresse, c'est de mesurer des températures vraies, c'est-à-dire pas des températures en plein soleil, d'où l'utilité du caisson. Et donc, il faut trouver un endroit qui soit un endroit adapté, qui ne soit pas non plus un couloir à vent, parce que si vous avez par exemple, entre deux maisons ou deux immeubles, vous avez des accélérations du vent qui font que la température baisse, bien entendu, puisque l'énergie qui est prise pour l'accélération du vent, c'est-à-dire donc son énergie, va se traduire par une baisse de température, forcément. Donc ça ne veut plus rien dire. Donc on voit que ce n'est pas si simple que ça. Mais c'est très intéressant, et avec les moyens que nous avons aujourd'hui d'informatique, eh bien on peut collationner heure par heure ce qui se passe, jour par jour, mois par mois, année par année, tirer les statistiques, les comparer également avec ce que l'on peut voir dans les grands médias. À ce propos, vous pouvez aussi aller, ça je le conseille vivement, aller faire un petit tour par Internet dans la bibliothèque et les données de Météo France, qui d'ailleurs est toujours intéressé pour avoir des éléments de droite et de gauche. Tout ça, c'est très intéressant. Donc voilà ce que je pouvais vous dire à ce sujet. Alors, on pourrait encore en parler longtemps, bien entendu, mais donc je vous renvoie une fois de plus sur deux petits ouvrages, deux petites études que vous avez sur mon site internet. Initiation au climat, l'albédo terrestre, réflectorisation du sol, enfin des rayons du soleil par le sol, suivant sa nature, et la forêt, là, j'y tiens beaucoup. Le climat, donc, que l'on a vu à l'étude numéro 1, dans lequel vous trouverez l'analyse que je viens de vous faire aujourd'hui, pour éviter que la vidéo soit trop longue. Et puis, que verrons-nous dans notre étude numéro 3? Le climat, donc le fonctionnement de la Terre, c'est-à-dire comment fonctionne notre astre d'un point de vue thermodynamique. Thermique, la chaleur, énergie thermique,
dynamique, l'énergie mécanique, transformation donc en fait de l'énergie thermique en énergie mécanique. Nous sommes une machine entre guillemets, thermodynamique. Eh bien oui, je suis désolé, mais c'est comme ça. Voilà, j'espère que cette étude vous a plu, cette vidéo vous a plu. Ben, n'hésitez pas de mettre des commentaires, soyez certains que je les regarderai, je les lirai, des commentaires constructifs et comme l'on dit de bonne aloi, vous voyez ce que je veux dire. Un pouce, évidemment, ça fait grandir la chaîne, d'en parler autour de vous, bien sûr. Et puis, bien, si vous voulez, si parmi vous, il y a des gens qui veulent nous aider au niveau d'annonces, bien entendu, c'est toujours ouvert. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne continuation et je vous donne rendez-vous pour notre étude numéro 3, c'est-à-dire en gros dans une semaine à peu près. Voilà, à bientôt.